Moins redoutable que l'imposant massif alpin, qui occupe près d'un tiers du territoire au sud de la Suisse, le massif jurassien au nord, dont les plus hauts sommets dépassent les 1600 mètres, n'en constituait pas moins tout au long des siècles précédents un obstacle conséquent sur le parcours des voyageurs qui circulaient entre les territoires de l'Est de la France et le plateau suisse. Avec le temps et l'amélioration des voies de communication, le franchissement des vallées, des cluses et des montagnes jurassiennes s'est progressivement amélioré, tout en restant en certains endroits et dans certaines conditions météorologiques difficiles, voire impossibles. L'ouverture complète de la nouvelle autoroute A16, autrement dit la Transjurane, qui fait partie du réseau des routes nationales suisses, permet aujourd'hui de parcourir les 85 km sur un axe routier moderne et sûr qui sépare la commune de Boncourt, sur la frontière franco-suisse dans le canton du Jura, à Bienne, ville du canton de Berne, à l'orée du plateau suisse. En 1815, alors que le Jura est encore sous le régime français, Jean-Amédée Watt, inspecteur des routes du bailli Jean-Rodolphe de Fürstenberger, imagine déjà une route qui pourrait parcourir le Jura du nord au sud. Xavier Stockmar, quant à lui, fait paraître dans le journal L'Helvétie en 1831 un article relatant l'état déplorable des routes principales dans le Jura bernois. Alors qu'il est président du Grand Conseil bernois, il crée avec les députés jurassiens la Commission pour le perfectionnement des routes du Jura bernois. Mais dès le milieu du XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer et le développement des réseaux ferroviaires en Suisse et dans la région jurassienne fait de l'ombre au projet routier. Un siècle devra alors s'écouler pour que les projets de route, à la fin des années 1950, reviennent sur le devant de la scène et amènent la Confédération suisse à développer un réseau de routes nationales de 1840 km. Tel que fixé par l'arrêté fédéral du 21 juin 1960, ce réseau relie en priorité les régions les plus peuplées, les plus riches et les cantons alpins. L'indignation se fait sentir dans le Jura bernois où les habitants se sentent tenus à l'écart. C'est ainsi que le 12 décembre 1973, une délégation du comité d'action pro-transjurane dépose à Berne les 24 000 signatures d'une pétition adressée aux autorités fédérales et qui exprime la ferme volonté des Jurassiens à être raccordés au réseau des routes nationales. Le Jura veut se désenclaver. Il l'a fait savoir par la voix de ses députés au Conseil national, au Conseil des États. Il l'a fait savoir au Grand Conseil bernois. Et nous avons jugé bon d'appuyer l'ensemble de ces démarches par une pétition qui doit effectivement donner l'assurance à nos conseillers, à nos députés, qu'ils sont appuyés. Dès lors, différentes possibilités de tracés, répondant aux vocations attribuées à la future autoroute, sont étudiées. Parmi cette variante proposée, la liaison de Boncourt à Bienne, par Porrentruy, Delémont, Moutier, Tavannes, est finalement retenue. Elle s'impose avec ses 17 jonctions et ses 6 demi-jonctions planifiées comme le choix définitif du futur tracé A16. Dans la vallée de Tavannes, les milieux agricoles notamment se mobilisent en faveur d'une autoroute construite sur le versant sud, malgré les contraintes géologiques importantes. La naissance du canton du Jura en 1979 donne un élan déterminant à la réalisation de la Transjurane. Le Grand Conseil bernois, à l'instar du gouvernement jurassien qu'il avait fait une année auparavant, demande aux autorités fédérales d'inclure la Transjurane, soit le tronçon Moutier-Bienne par la vallée de Tavannes,
dans le réseau des routes nationales. Toutefois, suite à une initiative populaire, les citoyens du nouveau canton sont invités à se prononcer en votation sur ce vaste projet. Le 7 mars 1982, les Jurassiens acceptent largement le principe de la construction de la Transjurane. La Transjurane n'a pas une vocation de route de transit à grande distance. Au contraire, elle doit être une voie de communication dont la mission est avant tout d'assurer le trait d'union et de rattacher les régions jurassiennes au réseau des routes nationales suisses et à celui des autoroutes françaises, notamment à la A36. Wer dem Bundesbeschluss zustimmt. Le 11 janvier 1984, le Conseil fédéral adopte formellement le message du Parlement demandant l'intégration de cette nouvelle route nationale. La construction des 85 km de la 16 entre Boncourt et Bienne est alors estimée à 1 450 millions de francs. Les conseils nationaux du Jura bernois soutiennent le projet de la Transjurane. Le 1er octobre 1984, après le Conseil des États, le Conseil national, par 125 voix contre 22, accorde son aval à la réalisation de la Transjurane, qui ne pourra dès lors plus être remise en question et pourra donc bénéficier d'un taux de subventionnement proche des 90%. Le fait d'avoir été tenu à l'écart, dans un premier temps, des grands axes routiers en développement, permet au Jura et au Jura bernois d'intégrer, lors de l'établissement du projet, les nouvelles dispositions fédérales en matière de protection de l'environnement, dont la loi de 1983 qui favorise une meilleure intégration des projets routiers dans l'espace naturel. Précédemment, le réseau national s'était construit sans véritable contrainte environnementale. La naissance de la Transjurane coïncide avec l'éveil d'une meilleure conscience environnementale en Suisse. Dès les premières phases de planification, l'intégration paysagère de l'ouvrage ainsi que la protection de la nature et de la forêt sont prises en compte. Les effets sur les ressources naturelles telles que les terres agricoles et les sources d'eau sont réduits en priorité. L'habitat humain doit également rester à l'abri des nuisances excessives du trafic, tant dans la phase de construction de la route qu'après sa mise en service. Toutes ces exigences font l'objet d'études d'impact. À l'époque, on connaissait peu de modèles d'études d'impact sur l'environnement. On avait des contacts avec le canton du Jura. On essayait de trouver des cahiers des charges pour des études d'impact qui permettaient d'obtenir un résultat pour la première à l'enquête publique des projets généraux. Nous avons aussi passé par la deuxième phase, les projets définitifs, les concepts de bruit, de concepts de décharge, et ensuite on passait enfin au projet de détail, au projet de soumission et au début des travaux. Les opposants étaient invités à des séances de conciliation et c'était le canton et le chef de projet qui les traitaient et qui établissaient les procès-verbaux pour essayer de trouver un arrangement avec les opposants. Tandis que progressivement sont levées ou réglées les oppositions, on s'affaire déjà aux préparatifs des premiers grands travaux. Ici, au point culminant de la Transjurane, sous le col de Pierre-Pertuis, sera construit le tunnel du même nom. Ouvrage bitube à 4 voies de circulation et d'une pente maximale de 5%, le tunnel de Pierre-Pertuis est le plus long du genre sur la 16. Parallèlement, les questions liées à l'environnement et au patrimoine archéologique font l'objet de l'attention des spécialistes. Sur les 69 000 pages de droit suisse, il y en a plusieurs centaines qui sont consacrées à l'environnement. Les principales sont la loi sur la protection de l'environnement qui définit tout ce que l'on doit faire pour préserver l'environnement au sens large, tant naturel que humain. Et une autre loi importante est la loi sur les forêts. La Transjurane traverse beaucoup de forêts et nous sommes tenus de compenser les défrichements théoriquement mètre carré par mètre carré.
Et en l'occurrence, ça se comptait en hectares, même en dizaines d'hectares. Et enfin, troisième loi cruciale, la loi sur la protection de la nature et du paysage, qui prescrit le remplacement des biotopes dignes de protection que l'on n'a pas pu éviter avec les constructions. Donc ceux-là doivent être remplacés, c'est pas du 1 hectare 1, mais c'est à qualité équivalente. Alors il y a deux grands volets, effectivement, les mesures de remplacement ou de compensation, c'est-à-dire de réparer ou de compenser les dégâts, mais il y a aussi, ce que je sous-estimais certainement au début, tout ce qu'on peut faire pour éviter les atteintes. Un chantier, ça veut dire des terres ouvertes, des terres nues, de la boue dans les ruisseaux, des pollutions avec le béton, des sols à remettre en état. Donc il y a ces deux volets, les mesures de compensation, qui sont souvent à distance du tracé, et tout ce qui concerne la surveillance du chantier lui-même. Il y a énormément de soucis environnementaux liés au chantier lui-même. Comme tout projet de route nationale, en fait, il est régi par un cadre légal qui définit aussi l'activité archéologique et puis la sauvegarde en fait, du patrimoine qui sera détruit en fait, par le projet. Ce qui fait qu'on est intervenu en fait, dès le départ sur la construction de la 16, donc déjà dans les chantiers de 1992 autour de la Heute, Sensbo, etc. Et puis j'ai poursuivi en fait, l'accompagnement des travaux jusqu'en 2016 en fait, sur tout le tracé autoroutier. On a connaissance d'un certain nombre de sites archéologiques. Et puis l'intérêt en fait, de la construction d'une autoroute comme ça à travers le paysage, c'est qu'elle nous offre comme une grande stratigraphie, comme une grande coupe en fait, à travers tout le paysage. Et puis ça nous donne l'occasion de voir ou de découvrir éventuellement des vestiges qui sont encore inconnus. Malgré une initiative anti-Transjurane déposée en 1987, puis retirée en 1991, le premier coup de pioche dans le canton du Jura avait néanmoins eu lieu le 23 septembre 1987 à Saint-Ursanne, dans le contexte des travaux du tunnel du Montéry. Dans le Jura bernois, le premier coup de pioche a été donné le 8 septembre 1989, marquant le début des travaux de la galerie de reconnaissance du tunnel du Pierre-Pertuis, entre Sensbo et Tavannes, secteur faisant partie du premier tronçon sur 3 planifiés dans le canton de Berne, entre Roche et la Heute. Les gens du Jura bernois ne comprendraient pas que l'achèvement des 36 km de la N16 sur territoire bernois exige 3 fois plus de temps que la mise à disposition du public des 53 km du tunnel sous la Manche. En effet, pour attribuer un maximum de travaux aux entreprises régionales, le ruban de l'A16 a été divisé en plusieurs secteurs. La construction par étapes de la Transjurane était bien décrite et définie déjà dans le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale pour limiter les flux de coûts d'investissement. On avait déjà à l'époque prévu que la Transjurane soit construite par étapes. Le canton de Berne avait la possibilité de faire une première étape de Tavannes à la Heute pour relier la Transjurane à Bienne. Finalement, la deuxième étape concernait le tronçon de Roche à Cours et la troisième de Cours à Tavannes. La Transjurane dans la vallée Tavannes a été exécutée aussi en 2 étapes. La mission de l'OFRO est multiple dans le cadre de l'achèvement du réseau, comme la Transjurane. Nous avons, d'après la loi, la mission de haute surveillance. Mais il faut considérer ça comme un partenariat entre le canton et la Confédération, puisque nous accompagnons le projet durant toute son évolution. Et nous avons à la fois une tâche administrative et financière et aussi une tâche technique.
il y a effectivement une enveloppe générale qu'on appelle les limites d'engagement. C'est en fait le plafond qui est défini au début de la construction, c'est-à-dire avec l'approbation du projet définitif. Ce plafond, il est fixé par la Confédération et puis ce plafond ne peut pas être dépassé. Et puis on peut dire aussi que cette enveloppe n'a jamais été dépassée, donc on a pu respecter en fait ce cadre initial qui a été fixé par la Confédération. La fête. Voici venue l'inauguration du tronçon Chouindé-Roche-Moutier-Nord. L'ours et la crosse ont désormais un lien de bitume. En roulant sur la Transjurane, de la plateforme douanière de Boncourt en direction de Bienne, la frontière cantonale entre le canton du Jura et le canton de Berne se situe au kilomètre 47 de la 16. Dans le tunnel de la Roche-Saint-Jean. Ce tunnel a pour particularité d'avoir été construit par le canton de Berne en tant que maître d'ouvrage, avec l'appui et la participation financière du canton du Jura, maître d'ouvrage associé. La Transjurane est la concrétisation d'une forme de rapprochement entre la République et le canton du Jura et le canton de Berne et la concrétisation d'une collaboration interjurassienne axée sur le développement et la réalisation de projets communs. Dès la fin des années 1980, les très importants travaux prévus pour construire l'A16 nécessitent l'engagement de nombreuses entreprises, ainsi que de divers artisans et bureaux spécialisés. Après la mise en soumission des chantiers par l'eau, des consortiums d'entreprises sont créés pour l'établissement d'offres concurrentielles. Car il s'agit, sur l'ensemble de la Transjurane, de construire 26 tunnels et 6 galeries couvertes, ce qui représente 43% du tracé en souterrain. 20 viaducs et ponts, ainsi que des passages supérieurs et inférieurs sont également au programme. Pour desservir équitablement les localités des différentes vallées, 17 jonctions et 6 demi-jonctions seront construites. Comme ce sont des travaux de grande ampleur, les entreprises régionales ne sont pas toutes aptes à faire ces travaux. Donc elles font appel à des entreprises de plus grande taille. Et les entreprises de plus grande taille ont aussi un grand avantage, c'est qu'elles sont des entreprises qui connaissent la région. En général, pour les gros travaux que nous avons mis en soumission, on avait entre 4 et 8 consortiums qui offraient pour ces travaux. On choisit l'offre économiquement la plus favorable. Donc ça veut dire que si des entreprises sont équivalentes au niveau du coût, il y en a une qui pourra faire la différence sur un autre critère. Il n'y a pas de contradiction dans ce qu'ils ont rendu, surtout qu'ils ont fait un plan de ménage.
Nous avions pour habitude de mettre en soumission les travaux de grosses œuvres, donc c'est-à-dire qu'une entreprise était responsable dès le terrassement jusqu'à la fin des bétonnages de ces ouvrages. Après le gros œuvre vient le second œuvre, et tout particulièrement les travaux d'électromécanique. Il y a une première phase d'avant-projet qui est suivie d'une phase de projet de détail. Et une fois que ce projet de détail est approuvé par le maître d'ouvrage et l'Office fédéral des routes, on passe à la réalisation des dossiers d'appel d'offres. C'est-à-dire qu'on divise les différents domaines électromécaniques, par exemple en éclairage, en ventilation, en trafic. Et là, on lance des appels d'offres pour les entreprises spécifiques. On passe à la réalisation de ce qu'on appelle la cahier de réalisation, qui est contrôlée par le bureau d'ingénieurs. Et après, l'entreprise effectue les travaux sur site. Sur 9,4 km d'autoroute, c'est 34 millions d'équipements électromécaniques. C'est 8 années d'études et c'est pas moins de 35 entreprises différentes, électromécaniques uniquement. Ici, on a le cœur du tunnel. L'installation qu'on appelle Infra 3 va contrôler les autres installations et redonner les informations au centre d'entretien et à la police. Alors que de nombreux chantiers s'ouvrent pour construire la Transjurane, la population régionale doit s'attendre à certaines perturbations et nuisances. Le canton de Berne, avec le soutien de l'Office fédéral des routes, a élaboré des outils d'information permettant de communiquer efficacement avec la population régionale et avec les médias. Les outils d'information ont été développés en fonction de la demande. On n'a pas tellement eu d'opposants radicaux à la Transjurane. Il fallait informer plutôt sur l'évolution des projets. On avait recours à des visites de chantier pour expliquer à la population ce qui se passait dans le terrain. Et finalement, les critiques qu'on a reçues n'étaient pas trop graves. Finalement, ça nous a permis de réduire certaines nuisances qui étaient liées à l'exécution du chantier. La géologie du massif jurassien est complexe, en raison des nombreuses strates qui le composent. Face essentiellement à deux types de roches, les calcaires et les marnes, les travaux des géologues sont de première importance pour permettre aux ingénieurs d'établir des projets d'ouvrage adaptés aux différentes conditions du terrain. Voilà, cette fois on a une magnifique carotte, alors qui est dans du matériel plus représentatif du milieu habituel qu'on a ici. Ici, on voit qu'on est dans les matériaux habituels de cette région, qui sont les plus communs, mais qui varient constamment entre quelque chose de légèrement sableux jusqu'à quelque chose de complètement marneux et qui est de relativement mauvaise qualité, où on voit qu'ici on aura des pressions qui sont relativement faibles. C'est des terrains particuliers dans la vallée de Tavannes. On a des roches qui sont très très tendres, beaucoup de terrains, par endroits des terrains d'altération qui sont épais, avec déjà des zones qui ont glissé il y a très longtemps et puis qui sont stabilisées plus ou moins naturellement, puis quand on les touche, on modifie l'équilibre. La problématique des venues d'eau, c'est essentiellement dans les zones calcaires. Donc on a les phénomènes karstiques, donc c'est de la dissolution des roches calcaires avec l'eau. Et puis dans cette zone du tunnel du Grétry, dans la région de Cours, on a d'importantes venues d'eau qui sont liées à ces poches karstiques. Et on a une couche calcaire au-dessous de laquelle il y a un bouchon de marne étanche. Alors au niveau du tunnel, les arrivées d'eau qui sont imprévisibles, on essaye dans la mesure des possibles de les renvoyer dans le massif, si on peut dire. Et si ce n'est pas possible, on capte les eaux et on les dirige vers la galerie de sécurité. Tant dans le canton du Jura que dans le Jura bernois, la période des grands travaux va s'échelonner sur près de 3 décennies, entre 1987 et 2017.
Mais avant de s'attaquer à la construction des ouvrages, il est nécessaire de permettre aux entreprises de s'établir sur toute la zone du tracé A16 et de pouvoir accéder au site de construction des ouvrages d'une manière optimale. Pour cela, des pistes de chantier sont réalisées. Il y a une quinzaine de kilomètres qui ont été construits. Ces pistes de chantier, en partie pour les 2 tiers, resteront comme chemin agricole ou chemin forestier. Il a fallu aussi amener l'électricité sur les sites de tous les futurs chantiers. Donc il y a une dizaine de transformateurs, containers provisoires qui ont été mis en place, avec aussi plusieurs kilomètres de câbles à haute tension. La piste de chantier nous permet de passer à côté et dessous le futur viaduc Cours des Fontaines. Donc c'est le plus grand ouvrage qu'on réalise sur cette 2e étape de la vallée de Tavannes. C'est un secteur difficile parce qu'ici nous sommes en zone de protection des sources, donc nous avons dû prendre des mesures spéciales pour faire circuler cette piste ici. Et puis elle est fermée tous les week-ends quand il n'y a pas de trafic de chantier. Donc on a plus de 10 km de piste en site propre. On a 3 accès, donc un à Pontenay, un à Cours, un accès intermédiaire à Bévillard. On permet avec ça de décharger les trafics interchantiers dans les villages. Une des utilités de la piste, comme l'extrait des matériaux pour reblayer après, il nous fallait des surfaces pour les stocker. Avec cette piste de chantier, on est quitte d'avoir un trafic qui passe à gauche, à droite ou sur l'autoroute ou qui gêne d'autres chantiers. Nous avons exécuté une galerie de reconnaissance qui a permis de définir plus exactement la géologie et de préparer le projet d'exécution du tunnel principal. La galerie de reconnaissance a une longueur de 3,5 km, a été exécutée en grande partie avec un tunnelier. Donc déjà pour ces travaux qu'on pourrait qualifier de préliminaires, de reconnaissance, il a fallu mettre en place beaucoup d'installations. Situé à quelques centaines de mètres de la frontière cantonale Jura-Berne en direction du sud, le tunnel de Rémeux est l'un des ouvrages majeurs de la Transjurane. Avec plus de 3 km, il est le plus long tunnel de l'A16 dans le Jura bernois. Dans cet ouvrage, 2 méthodes d'excavation ont été appliquées. Le minage de la pleine section dans les calcaires par volée de 3 à 4 mètres et le fraisage mécanique en demi-section de la calotte, puis du strauss et du radier dans les marnes, au moyen d'une haveuse. Dans les calcaires durs, un réseau de conduits karstiques qui alimentent les sources voisines a été découvert et plusieurs cavités de dimensions respectables ont été explorées. Le premier, qui était assez grand, il était vide sur 300 mètres de longueur, mais il n'avait plus d'activité, il était fossile. Après, il y en a un autre, c'était le puits du Peuplu, là. Il était obstrué de manière presque complète, il y a juste des petits suintements d'eau, puis ensuite, on modifie l'écoulement du fait qu'on dévie de l'eau qui circulait de manière indépendante dans le massif, et puis ça a modifié les équilibres. On a des rigoles de chantier qui sont pas trop grandes, et puis quand il y a beaucoup d'eau, je crois que le plus qu'on ait eu, c'est 1500 litres seconde. Moi, j'ai été faire des fois des observations, on devait rester dans le train, il y avait trop d'eau. Ouais. Un grondement sourd s'est d'abord fait entendre, tandis que la foreuse commençait son travail. Alors que le bruit enflait, la tête de la foreuse est apparue dans un nuage de poussière, faisant s'écrouler la roche. Le trou s'élargit encore, et soudain, à travers un voile de poussière, une lumière apparaît aux yeux des visiteurs. Puis les premiers hommes venus de l'autre côté de la paroi apparaissent, leur madone entre les bras. C'est une grande joie. Et dans les applaudissements et sifflements, les mains se serrent, les visages sourient. Le champagne coule à nouveau pour célébrer cette rencontre qui constitue une nouvelle liaison entre Roche et Moutier-et-Cher. Qui dit autoroute dit également exigence accrue en matière de sécurité des usagers. Les accidents dramatiques survenus ces dernières années dans différents tunnels en Suisse, en France et en Autriche notamment, ont accéléré la mise en place par les autorités compétentes de mesures techniques destinées à améliorer en permanence la sécurité du trafic, en particulier dans les tunnels. Le système de ventilation de ce tunnel correspond aux normes les plus modernes en la matière.
Les tunnels aujourd'hui sont dimensionnés pour la ventilation, surtout en cas d'incendie. En cas d'incendie, les fumées seront évacuées à travers la dalle intermédiaire. Il y a des gros ventilateurs dans la centrale qui vont aspirer les fumées et vont les évacuer à travers une cheminée de plus de 200 mètres de hauteur vers l'extérieur. Dans le Jura bernois, la construction de l'ensemble des tunnels et galeries représente une distance de plus de 18 km. Le volume des matériaux à excaver, à déplacer, à gérer et à stocker se compte en millions de tonnes. On crée du trafic de chantier, on crée des désagréments, surtout lorsqu'on doit parler des transports et de mise en dépôt des matériaux qui étaient naturellement très excédentaires. Pour la Transjurane, trouver un site de dépôt qui convenait aux différents chantiers, qui convenait aux riverains, qui convenait à l'environnement et qui permettait de respecter aussi certains budgets était pour moi un défi majeur. Et nous avons pu le réaliser grâce au soutien aussi de la bourgeoisie de Cours. Et nous avons réussi par ce biais de créer une décharge propre, un site propre de décharge pour le contournement de Moutier et la construction de la vallée de Tavannes sans créer des nuisances démesurées. La décharge saluée sera opérationnelle et ouverte jusqu'à la fin de l'année 16, puisqu'elle devra servir pour mettre les matériaux des pistes chantier, des installations de chantier ou des surfaces qui seront réaménagées. Donc elle doit rester jusqu'à la fin de l'année 16. Tout sera reboisé, réaménagé. Donc même les anciens qui auront vu avant, ils auront de la peine à reconnaître que le site a été rehaussé de 10 à 15 mètres de haut. Pour contourner la ville de Moutier par le sud-est, un tunnel formé de 2 tubes à circulation unidirectionnelle a été construit. Pour cet ouvrage long de 1,2 km, les travaux de terrassement aux 2 portails ont commencé en 2001. Pour la première fois sur la 16 dans le canton de Berne, un tunnelier a été choisi pour l'excavation en pleine section des 2 tubes. La machine a été mise en service en octobre 2002. L'optimisme était de mise lors des premiers tours de la grande roue dentée en tête du tunnelier. Mais en février 2003, à seulement 200 mètres du portail d'entrée, la machine s'est immobilisée, une zone géologique sensible empêchant le tunnelier de continuer. Une évaluation géologique a été effectuée. Plus de 30 forages de reconnaissance ont été exécutés. Leur analyse a montré que la consolidation du terrain était nécessaire pour que le tunnelier redevienne opérationnel et puisse terminer le premier tube. On a pu, grâce à des bureaux d'ingénieurs qui nous ont bien soutenus, trouver des solutions et il fallait travailler par étapes et par concertation pour arriver à une solution. Mais j'étais conscient que le tunnel de Moutier allait coûter plus cher que les autres tunnels. Des pieux forés ont été installés dans le terrain et un mélange de mortier et de coulis de ciment a été injecté à l'avant du tunnelier. Mais des reconnaissances géologiques supplémentaires ont permis de repérer une autre zone tectonisée. Parmi différentes variantes évaluées, celle qui a été retenue pour débloquer le tunnelier et le faire poursuivre son travail consistait à excaver la calotte du tube amont afin de pouvoir réaliser à l'avant de la tête du tunnelier une galerie transversale vers le tube aval. Ainsi, la tête du tunnelier a pu être dégagée. Et en face de celle-ci, les travaux d'excavation en sections divisées ont pu être entrepris dans la seconde zone tectonisée. Le principe de la section divisée, c'est réaliser des sections de petite grandeur pour que la roche tienne un maximum par elle-même. Donc le principe de la section divisée, c'est un peu creuser à la petite cuillère, renforcer la zone qu'on a excavée et ainsi de suite. Fort de l'expérience faite sur ce premier tube, il est alors décidé de renoncer au tunnelier pour l'excavation du tube amont. Début 2004,
Les travaux reprennent donc, selon une méthode différente, dite à attaque ponctuelle, à la haveuse et en section divisée. Le percement du tube aval sera réalisé le 4 décembre 2006. Nous l'avions annoncé ce printemps, le voici devenu réalité. Le tunnel de Moutier. Combien de fois a-t-il fait la une des journaux? Avec la fin des travaux de la section divisée, le tunnelier a pu reprendre son travail d'excavation du Strauss et de la contre-voûte dans le tube aval en direction du portail nord. Au mois de mai 2008, le tunnelier sort au portail nord. Le 17 août 2010, le tunnel du Grétry était percé. Les travaux d'excavation avaient commencé en avril 2007. En 2007, ce portail sud s'est révélé géotechniquement beaucoup plus compliqué que prévu. Et il a fallu faire de grands confortements au moyen de longues grines ancrées, fortement ancrées, une enceinte de pieux. Au lieu d'avoir deux fronts, un par le nord, un par le sud, on n'en a qu'un. On n'a que l'attaque nord. Donc on a dû s'organiser différemment. Dans les zones marneuses où on a excavé que la calotte, ultérieurement on abat le Strauss. Il était prévu qu'on l'excave depuis le portail sud, comme on ne peut pas le faire, mais on le fait en 2 étapes. Alors pour pouvoir bétonner ce radier tout en conservant l'accès au chantier d'excavation, au chantier des Strauss, on a dû commander un pont qui enjambe le chantier du radier voûté, un pont de 25 mètres de portée. Alors les véhicules peuvent passer sur le pont, qui supportent les dumpers qui font à peu près 60 tonnes. Suite à une amorce de glissement lors de la réalisation de la fouille sud, il y a eu donc toute une campagne géotechnique et géologique complémentaire qui a été réalisée. La difficulté donc de ce fameux tronçon, c'est qu'en plus des 2 voies de roulement que l'on trouve sur l'ensemble du tunnel, on doit également accueillir une piste de sortie. Donc cette section est plus ou moins 2 fois plus grande qu'une section conventionnelle. On a tout d'abord réalisé une galerie pilote d'environ 5 mètres de diamètre. Une fois que cette galerie pilote a été percée, on est venu réaliser les galeries de pied. Une fois que ces 2 éléments ont été réalisés, on a pu venir faire les fondations de voûte. C'est donc ces parties en béton armé ici, de chaque côté. Ces fondations de voûte, elles sont très utiles ensuite pour pouvoir excaver la calotte, puisque le soutènement de la calotte s'appuie directement sur les fondations de voûte. Cette calotte, comme dans le cadre du projet initial, elle a été excavée à l'abri d'une voûte parapluie. Au fur et à mesure de l'avancement, le soutènement de la calotte était mis en œuvre et le soutènement des galeries de pied et de la galerie pilote était démoli à l'avancement. Le tunnel de cour est un monotube qui fait environ 705 mètres, dont 650 mètres ont été excavés en souterrain. Au niveau des travaux, donc ce tunnel se situe de la molasse alsacienne. Les travaux ont consisté à l'excavation du tube à l'abri d'une voûte parapluie en système calotte-Strauss. Donc le tunnel était excavé en 2 parties. D'abord la partie supérieure, ensuite la partie inférieure. La première étape, c'est poser les installations de chantier. Donc l'entreprise qui a été mandatée pour le travail arrive et s'installe. Ensuite, il y a des capages de la terre sur l'endroit où on va faire les premières fouilles. Et après, c'est une spécialité un peu de la vallée de Tavannes. Donc dans tous les terrains qui sont très mauvais, on a dû réaliser des parois de pieux ancrés. Les voûtes parapluies sont réalisées avec une longueur d'environ 14 mètres, donc on peut réaliser 10 mètres d'excavation à l'abri de cette voûte avant le recouvrement de la suivante.
Au niveau de l'excavation, ces roches sont assez tendres, donc il n'y avait pas besoin d'avoir des grosses machines, simplement un marteau qui appuie un peu fortement pour casser la roche quand il faut, mais c'est surtout ce que j'appellerais du grattage. Une fois que c'est réalisé, les ouvriers arrivent avec peu de moyens mécaniques à poser des cintres métalliques, et entre cintre et cintre, on pose un treillis de coffrage. Derrière ce treillis de coffrage, on bétonne l'élément avec du béton qui vient pomper sur place. Une fois que c'est fait, il faut encore regarder comment est le massif. Donc le géologue vient observer. Si le massif est très mauvais, on doit encore mettre du béton projeté pour pas que le front vienne en avant et menace la vie des ouvriers. On pose encore des ancrages au front si celui-ci menace toujours de tomber. Et ensuite, on peut réaliser le mètre suivant. Pour terminer la calotte, on pose également un étrésillon pour bloquer les efforts latéraux qui peuvent aussi arriver. Et après, au niveau du Strauss, donc on excave la partie dessous. Et une fois que la partie entière est bloquée au niveau des cintres et du béton, on peut enlever les étrésillons qui sont en haut pour libérer la section. Nous allons vivre un moment très spécial. Le percement du 26e et dernier tunnel du tracé de la Transjurane entre Boncourt et Bienne. Une fois que le tunnel est entièrement excavé, on peut réaliser les bétonnages. Donc on commence bien sûr par le bas, donc on bétonne le radier contre-voûté. Sur ce radier contre-voûté, dans le tunnel de cours précisément, il y a une galerie technique. Donc cette galerie technique a aussi, dans ce cas-là, été bétonnée sur place. Dans certains tunnels, c'est des éléments préfabriqués. Une fois que ceci est fait, on peut remblayer au niveau de la chaussée et après réaliser les aménagements finaux. Donc on a encore du bétonnage en voûte et dans les trottoirs. Tout est bétonné sur place, donc ça signifie qu'on a besoin d'énormément d'éléments de coffrage. Donc c'est tous des éléments lourds qui doivent tenir le poids du béton avant sa prise. Donc au niveau du radier, on a des coffrages métalliques et aussi au niveau de la galerie technique, où c'est un coffrage un peu plus compliqué. Et après aussi le coffrage de voûte. Tous ces coffrages sont des coffrages vibrants qui permettent une bonne mise en place du béton sans aller avec des aiguilles pour le compacter. Et ensuite, une fois que la chaussée est préparée, on pose sur la chaussée 3 couches de revêtement bitumineux. D'abord une couche de 10 cm, une de 7 et au final, juste avant l'ouverture, les 3 derniers centimètres de la couche de finition. Au niveau des équipements, avec une seule, on n'arrive pas pour tout ce qu'il faut pour ces ouvrages. C'est assez complexe, avec également l'alimentation de secours, s'il y a une coupure de courant et autres, la ventilation des locaux, etc. De l'extérieur, et même s'ils sont parfois longs de plusieurs kilomètres, nous ne voyons des tunnels que les portails. Il en va tout autrement des viaducs et des ponts qui, une fois construits, sont particulièrement visibles dans le paysage. Les ingénieurs accordent beaucoup d'importance à l'esthétique de ce que l'on nomme les ouvrages d'art. Dans les ouvrages de la vallée de Tavannes et puis du contournement de Moutier jusqu'à la frontière du canton de Jura, tous ces ouvrages ont consommé à peu près 15 000 tonnes d'acier, ce qui correspond à 2 fois la quantité d'acier de la Tour Eiffel. On a des grands viaducs avec des cintres autolanceurs, comme le viaduc Haut des Fontaines, le viaduc de la Rosière. Dans le cas du viaduc Haut des Fontaines, c'est un cintre plutôt de la première génération, de la fin des années 60, tandis que le cintre de la Rosière, c'est un cintre qui est plus récent. Alors tout d'abord, il faut faire une place d'installation
Après, ça commence avec justement le forage des pieux qui vont à une profondeur jusqu'à 30 mètres. Chaque étape prend peut-être une année, donc les fondations une année, les piles une année, et puis après, à la fin, la superstructure qui est le plus spectaculaire avec le cintre autolanceur. C'est un viaduc d'une longueur de 540 mètres, avec des grandes portées de 57 mètres d'une pile à l'autre. Pourquoi ces portées? Moins il y a de fondations, moins les coûts pour les fondations sont importants, donc on peut économiser avec des plus grandes portées des coûts de fondation. Presque la moitié des coûts de construction de ce viaduc sont de l'infrastructure, c'est-à-dire fondation, piles, culées, et on a plusieurs kilomètres de pieux qui sont forés ici dans cette géologie difficile. Le cintre, il est effectivement appuyé d'une pile à l'autre par des structures qui sont montées sur les piles. Une travée est bétonnée et puis après on décintre, on abaisse le cintre, on le ripe d'une travée et puis on bétonne la prochaine travée. Le ripage, il a une difficulté, c'est que le pont il est en courbe. Donc il faut écarter différemment les deux cintres, les deux poutres, afin d'arriver sur la construction de la pile. Et puis là, on a de nouveau un point fixe. D'une part, il repose sur le pont déjà bétonné, et d'autre part, sur la pile. Tout ceci est fait avec des presses qui sont montées sur la structure. Et si on part du principe que peut-être on a 5% de frottement sur les appuis, donc il faut déjà pousser avec une force de 25 tonnes pour faire avancer ce monstre en acier. Lorsque l'on traverse une galerie couverte ou un tunnel, l'apparence intérieure des tubes est similaire. Toutefois, la construction des galeries se distingue singulièrement de celle des tunnels. Le tunnel, comme son nom l'indique, on travaille sous terre. Donc comme une taupe, on entre dans la montagne, on fait un trou et on ressort, on trouve le jour à l'autre bout. Tandis que la galerie, elle, on fait une grande tranchée à travers la bosse. On ne creuse pas une tranchée à travers une montagne, mais c'est plutôt une colline qui, de par sa faible hauteur, permet de l'ouvrir sur toute la hauteur. Et puis à l'intérieur, on va construire le tube. On a une tranchée couverte qui est chère pour une tranchée couverte, mais qui est quand même moins chère qu'un tunnel. On a commencé par faire une tranchée entre le terrain naturel, les champs cultivés à l'époque, jusqu'au fond, au-dessous du radier contre-voûté de cette galerie. Ça représente jusqu'à 20 mètres de profondeur. Et puis ces 20 mètres, il a fallu les ouvrir dans un versant particulièrement instable, avec des terrains de mauvaise tenue, des terrains qui naturellement glissent vers le fond de la vallée. À l'amont et à l'aval, on a foré et ancré des parois de pieux. Au total, il y a environ 600 pieux et qui sont retenus par 2600 ancrages. Pour faire ces 2600 ancrages, on a eu 3 équipes de forage en permanence pendant 2 ans sur le chantier. On a excavé à peu près 200-250 000 mètres cubes pour créer cette tranchée. On a à l'intérieur construit la galerie qui occupe un certain volume. On remblait autour avec de la grave, donc des matériaux d'apport qui viennent de carrière, pour ceci assurer une bonne tenue et assurer un drainage du massif à long terme. Et puis après, on remet une partie, c'est un peu plus de la moitié, une partie des matériaux excavés qu'on avait mis en stock à proximité. Et au final, on recouvre ça avec les horizons de terre végétale qui permettront aux agriculteurs de produire à nouveau sur ces terres.
Sur les 85 km de la Transjurane, parmi les 3 aires de repos installées, la plus importante, par son aménagement et sa capacité d'accueil, se situe au sud du village de Reconvilliers. Très appréciée par les usagers de la route, elle est également un but de promenade et de découverte pour la population régionale. On voit qu'on peut vraiment amener un plus pour les gens qui finalement auront les nuisances de l'autoroute. Ils auront aussi ses bienfaits, mais enfin ils ont subi le chantier. On a pu, grâce à une surface qui est là, leur rendre quelque chose, puisqu'on a pu y mettre des installations de jeux, de pique-nique, mais aussi des biotopes et un arboretum avec des panneaux explicatifs. Là aussi, on reçoit beaucoup de retours de gens qui apprécient énormément ce petit coin-là. L'OFRO a certains standards minimaux pour ces places de repos. Et là, en l'occurrence, c'est le canton qui a souhaité avoir, en accord avec l'OFRO bien sûr, qui a souhaité avoir certaines dispositions particulières. Puis c'est une place qui a une vue magnifique sur toute la vallée de Tavannes. Durant le temps de la construction d'un ouvrage, des centaines d'ouvriers s'activent sous la conduite des ingénieurs et des responsables de chantier. Lors du percement d'un tunnel, ce moment particulier où généralement les équipes ayant excavé le tube à partir de chaque portail se rencontrent, une cérémonie a lieu. Un temps fort, toujours empreint d'émotion et de fierté. Il me semble que c'était hier, nous étions de l'autre côté du tunnel pour le premier coup de pioche. Si c'est une journée historique pour toute la région, c'est aussi une nouvelle étape vers l'achèvement du réseau des routes nationales, ce réseau voulu par le Conseil fédéral et les chambres fédérales. Le but fixé en 1984 est ainsi atteint, à savoir bâtir une autoroute connectée au réseau des routes nationales et européennes. Une autoroute qui soit utile au canton du Jura et au Jura bernois. La 16 est la première autoroute stylée de Suisse. Un modèle architectural et d'intégration dans le paysage qui, je l'espère, pourra servir de modèle aux futurs grands chantiers autoroutiers de notre pays. La Transjurane ressort du lot déjà du point de vue d'intégration des ouvrages dans le paysage. Je pense qu'on a pu faire mieux que ce qui a été fait ailleurs 20 ans avant nous. Et les mesures d'accompagnement qui sont liées aussi dans le périmètre de la route sont beaucoup mieux réalisées qu'à l'époque.
Son intégration paysagère a été profondément étudiée par les services cantonaux et les services environnementaux pour avoir une intégration parfaite dans le paysage qui respecte les critères environnementaux. Je pense qu'on a été largement soutenu tant par les autorités cantonales qui sont, je travaille pour un office de construction de routes, par de protection de l'environnement. Donc dans l'ensemble, si je rejoins certains amis ornithologues ou passionnés de nature, ils disent parfois « heureusement qu'il y a eu la N16 ». Quand elle était en projet, leur discours n'était pas le même. Il y a beaucoup moins de trafic sur les routes cantonales dans les petits villages. On est beaucoup plus tranquille. Je fais partie de l'association des commerçants de Malrebet-Villars et c'est vrai qu'ils ressentent énormément cette influence, ces gens qui ne s'arrêtent plus, qui auparavant s'arrêtaient. Alors c'est sûr qu'il y a eu passablement de trafic en lien avec ces chantiers, notamment les poids lourds, mais il y a des choses qui ont été adaptées au village, notamment à proximité des écoles aussi. Ça roule vraiment bien maintenant, il n'y a plus de camions, il y a quasiment plus de camions sur les routes cantonales. J'ai remarqué en fait cette immense identification de la population à cet ouvrage et puis ça c'est quand même à mon avis un aspect très particulier de cet ouvrage que j'ai rarement vu ailleurs. Évidemment la Transjurane a marqué beaucoup les esprits de tous les gens de la région, donc personnellement je crois que tous les gens que j'ai côtoyés en ont toujours parlé en bien, donc pour nous c'était aussi une source de motivation, très peu de critiques. La population régionale entière profitera, le canton et la Suisse. Une route nationale devrait par définition déjà correspondre au stade de la technique actuelle. C'est le cas ici. Moi, je pense qu'on n'a pas dépensé de manière démesurée l'argent qui était à disposition. En tout cas, pour la partie du Jura bernois, je pense qu'on investit en fonction de ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui sur la qualité d'une route nationale. Trois décennies de travaux, dont certains gigantesques, c'est le temps qu'il aura fallu pour que l'A16 Transjurane devienne réalité. Elle est la réponse adéquate aux besoins de dynamisation d'un large périmètre géographique dans lequel villes et villages pourront, grâce aux nouvelles facilités d'accès qu'offre cette nouvelle route, se développer d'une manière optimale. Lien de première importance entre la France et la Suisse, l'A16 est aussi un axe de transit d'intérêt national et international aux standards techniques et de sécurité élevés. La Transjurane répond donc vraiment aux vocations qui lui avaient été attribuées lors de sa conception. Son utilité, qui se vérifie déjà pleinement, trouve un complément d'attractivité indéniable dans la beauté des paysages que les usagers peuvent et pourront, durant longtemps encore, y découvrir.